TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma tous les trois. Bonjour Louis, bonjour Maxime. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Nous sommes allés, de l'équipe, voir cette Belle et cette Bête de Walt Disney. Alors, Maxime, quelle est votre impression ? Eh bien, mon impression numéro 1, ma chère Anne, c'est que cette semaine, nous ne filons pas au cinéma, mais au potager, comme je vous le disais en préparant l'émission, puisque le légume de la semaine, c'est le navet. Et alors, il y a le navet qui s'articule d'abord pour les enfants, vous voyez, comme plat sucré. Ça s'appelle La Belle et la Bête. Oui. Alors, qui n'a rien à voir avec La Belle et la Bête de Cocteau que nous n'avons plus derrière nous, Non. mais que nous eûmes derrière nous Oui. pendant de nombreuses années, et nos téléspectateurs s'en souviennent. C'est donc médiocre, sirupeux, et ça fait la part belle aux images de synthèse. Absolument. Alors, moi, je vais... Voilà. Donc, ce que j'en tirerais, c'est qu'en fait, la substantifique moelle se voit dans la bande-annonce. Donc, à la limite, regardez la bande-annonce en famille. Vous Non. économiserez à peu près 1h55. Non, allez et chercher 10 le euros. allez chercher le film de Cocteau. Là, Alors, tout cela à dit, fait. il pleut toute une journée, et vous avez des enfants pas trop jeunes, parce qu'il y a des scènes assez dures, C'est terrifiant. Oui. pour eux, oui, qui quand même. discriminent nos amis les loups. J'ai lu dans les commentaires, parce qu'on voit tout dans les commentaires, c'est absolument étonnant. D'abord, je voudrais faire un retour en arrière pour dire, comme l'avait dit Frédéric, les deux femmes qui sont à l'origine de ce conte, Madame de Villeneuve d'abord, et ensuite Madame le Prince de Beaumont. Alors, il faut savoir que on dit que ces contes ont été faits pour faire comprendre aux très jeunes filles, parce qu'on mariait les très jeunes filles au XVIIIe siècle, à des hommes Parfois plus âgés. beaucoup plus âgés, qui avaient fait la guerre, enfin qui avaient beaucoup bourlingué. Des Et hommes donc, mûrs. pour leur faire comprendre que tout homme, même âgé, même peut-être un peu laid, avait son intérêt, elles ont écrit ce conte. Ce qui est très amusant déjà dans l'idée. Oui, il y a du beau et du bon en chaque chose. Mais j'aime, si vous voulez, les deux phrases qui sont dites dans le film de Cocteau, qui sont très, très jolies tout de même, et qui signifient l'amour peut faire qu'un homme devienne bête, mais l'amour peut aussi faire qu'un homme laid devienne beau. Et ça, c'est très joli. Et à ce titre-là, c'est intéressant à montrer aux enfants pour leur faire Absolument. expliquer qu'on ne juge pas sur l'apparence, que voilà, même si on n'a pas l'air de Leonardo DiCaprio, on peut être un type très bien et qu'il faut faire des choix intelligents et ne pas tout fonder sur la beauté. Et puis le film de Cocteau était un très beau film, Et le film de porté par Cocteau. d'excellents acteurs, d'excellents costumes, et qui ne jouait pas avec les images de synthèse en permanence. C'est-à-dire Et alors, que là, on voit que c'est un truc chez américain. Disney, c'est uniquement de l'image de Et c'est synthèse. du triste. Ou comme Disney en fait maintenant, c'est-à-dire un outil marketing. D'ailleurs, Disney avait fait un dessin animé, La Belle et la Bête, Qui était beaucoup mieux. qui était beaucoup mieux, et qui est schématiquement donc, la même chose, avec Oui. même souvent des effets à peu près du même ordre, avec la tasse qui parle, etc. Vraiment. Et le dessin animé qui a été sorti il y a peut-être 20 ans Oui. était infiniment mieux. Donc si vos enfants sont petits, montrez-leur le dessin animé. S'ils sont grands, le film de Cocteau. Et on économise les 10 euros, ou Absolument. 12 euros, ou 15 Là, euros parfois, même maintenant. de cinéma. Autre critique que Frédéric avait déjà fait, la présence de gens des îles au XVIIIe siècle, il n'y en avait quand même pas tant dans les villages, ni à la cour, et la présence là, très prédominante de l'homosexuel qui batifole. Et puis, ce qui est très gênant, moi je trouve, c'est que la musique est mauvaise. C'est une musique au ruban, si vous voulez. C'est une reprise littérale Et- de celle qui était dans le dessin animé, d'ailleurs. Oui, mais mais- c'est ce qu'il y avait de plus mauvais, d'ailleurs. Mais alors, ce qui fait le propre de cette musique américaine, très souvent, c'est qu'il n'y a pas, elle n'est pas structurée, il n'y a pas de refrain. Vous voyez, essayez de la Non, chanter, c'est très mauvais. vous n'y arriverez pas. Contrairement au Disney d'autrefois, hein, on se souvient du Roi Lion, etc., où il y avait, pour le coup, des musiques des musiques qu'on retient. Moi, oui. j'avoue que l'image presque d'Épinal,
final maintenant de l'homosexuel qui batifole sur le côté comme une espèce de grande folle un peu stupide. Bon, c'est presque insultant. En définitive, bien sûr. Surtout quand on pense à Cocteau. Bien sûr. Je pense surtout pas que quand on Cocteau pense à Cocteau, apprécier ce genre de choses. C'est assez navrant. Enfin, pour moi, c'est vraiment un film à Et éviter. puis, il y a tout de même certaines scènes qui frisent la vulgarité. Les scènes de bal ne sont absolument pas aussi jolies qu'elles devraient l'être. Il y a trop de perruques, il y a trop de bijoux, il y a toujours trop, comme toujours. Trop, c'est trop. Dans ces films américains. Et comme disait Thierry Ardisson, quand c'est trop pico. Kiko. Ça me rappelle les années 80. Et puis alors, ce qui est fatigant, c'est toute l'exploitation commerciale derrière. Alors on vend les poupées avec la robe de Emma. C'est du marketing. En fait, ça Disney. n'est pas un film. C'est-à-dire que ce n'est pas un film destiné C'est un produit. à produire une œuvre cinématographique. Et du C'est rêve. simplement un produit C'est un d'appel support. qui est censé vous faire acheter des poupées, comme les défilés Dior sont là pour vous faire acheter des parfums trop chers. Absolument. Voilà, c'est donc exactement la même chose. Absolument. Alors, nous allons parler maintenant d'un film qui fait beaucoup de bruit sur les écrans, sur les publicités et tout ça, À bras ouverts, cher Louis, qui est un film sur l'accueil. Ça, c'est le navet barbecue, vous voyez, pour reprendre mon image. Oui, alors on peut essayer d'expliquer rapidement, Jean, puisque le film est sorti en avant-première hier soir. C'est Clavier. C'est Christian Clavier, donc. L'histoire est simple, commence in medias res. Dans le cadre d'une émission de promotion pour un livre, Christian Clavier en est l'auteur, et celui-ci est confronté à une sorte de réac, facho, un petit peu tout, évidemment. Bon, Situation totalement improbable. Je vous le donne en mille. On apprend très vite qu'il est, évidemment, le fasciste. Il faut toujours rappeler un peu les SA. Il est homosexuel. Bon, ça, on l'apprend au fur et à mesure. Mais bon, pour rester dans la veine, le réac le provoque et lui dit: mais vous qui êtes si généreux avec autant d'argent, accueillez donc une famille de Roms. Et Christian Clavier pris dans Christian Clavier est quand même un BHL transposé. Enfin, c'est criant. Ah, ça se voit. La coiffure est inénarrable. Et effectivement, Christian Clavier, acculé sur le plateau de télévision, le dit, oui, eh bien, je vais en accueillir. Et il accueille, ça ne manque pas, le lendemain matin même, une famille entière, ou le soir même, je ne sais même plus, oui. Une famille entière de Roms, alors toute la Smala, débarque chez eux. Alors, je vous laisse imaginer. Voilà, on peut éviter de dire trop l'intrigue, de dévoiler trop l'intrigue et des gags qui parsèment le film. Mais visiblement, toi, tu n'as pas trop aimé. Ah, j'ai pas du tout aimé. C'est-à-dire que pour moi... alors c'est Philippe de Chauvron qui a fait le film. Oui. Philippe de Chauvron, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui était déjà assez navrant. Oui. Donc là, on est dans encore plus navrant, puisque en gros, il s'agit d'opposer deux mondes. Donc les blancs riches, un peu ouverts, mais pas trop, qui vont apprendre à vivre avec des Roms qui sont donc moches, sales, qui puent, irrespectueux, qui ne savent que vivre dans une caravane dégueulasse. Et il y a littéralement même un porc. Ils ont des animaux, un porc. C'est un écho au bronzé fond du ski. C'est un écho au bronzé fond du ski. C'est une construction qui est très proche de celle des Visiteurs autrefois. D'ailleurs, Christian Clavier rejoue le personnage opposé, mais c'est presque la même chose. En gros, de la personne qui vit dans le monde actuel, qui est confrontée à une personne. Alors, c'était des gens du Moyen-Âge qui pataugeaient dans les toilettes dans le film des années 90. Là, ce sont des Roms qui pataugent dans la piscine avec un porc. Au lieu de jeter des patates, on jette des chips. En fait, c'est à peu près la même chose et ça vise à nous faire comprendre qu'en définitive, quand on vit ensemble, on apprend à s'aimer. On apprend à s'aimer, à se connaître, on apprend à voilà. Quelqu'un m'a prononcé le mot, je crois que c'est... Enfin, j'ai oublié la notion d'aujourd'hui, mais enfin, on vit au-delà de ce que nous sommes. Voilà, et donc on apprend à tous vivre ensemble d'une façon formidable. Alors, par moments, ça va même un peu plus loin, parce qu'un des Roms, qui est en fait un qui jouait déjà dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui était le gendre juif de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui était le beau gosse, etc. Donc là, avec une espèce de garçon sordide. Enfin, il est très bien pour jouer Jacouille dans Les Visiteurs numéro 8. Il est prêt, avec la pose en or, etc. Enfin, tout ça est sordide. Et il devient plus français que français, c'est-à-dire qu'il rêve d'être français. Bon, et devient un gros raciste. Il devient donc un gros raciste. Quand d'autres Roms viennent frapper à la porte de cette maison,
maison, il leur fout des coups de matraque en leur disant dégage, c'est fermé. Enfin, des coups de baguette. Des coups de baguette. Pardon, de baguette. Cultivons donc, le navet. En fait, tout ça est un C'est navet. lourd. Alors, c'est un navet absolu, c'est évidemment très lourd, c'est un comique bas de gamme, redondant, déjà vu, qui fleure bon les années 80, c'est-à-dire les grandes heures de Opération Cornet de Bif, les visiteurs, les bronzés fonds du ski, enfin voilà. Mais sauf que nous sommes en 2017 et donc l'eau a coulé sous les ponts tout de même. Et caricatural au possible, donc à côté, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu était un chef-d'œuvre cinématographique. C'est une bouse absolue, c'est même une insulte pour les navets de dire que ce film est un navet. Louis a une théorie. Plus mitigée. Alors, Oui. l'eau a coulé sous les ponts, je suis tout à fait d'accord. Et justement, la réception de ce film est très significative, à mon avis, de cette eau qui a coulé sous les ponts. J'ai senti dans la salle à plusieurs reprises énormément de gêne. Moi-même, je me suis surpris à être gêné. Et là, je me suis quand même demandé s'il n'y avait pas un problème. La mainmise de la bien-pensance absolue nous empêche maintenant de rire ou nous empêche de rire franchement à une situation grotesque, burlesque. On l'a parfaitement dit. Effectivement, c'est un film extrêmement lourd, un navet, oui, il n'y a pas d'autre mot, mais on rit beaucoup malgré tout. C'est un rire gras, je défends ce rire gras, et j'ai juste envie de rappeler à tous ces gens qui ne sont pas contents de voir, j'entends évidemment dans les bien-pensants et évidemment la défense de ces valeurs du vivre ensemble, c'est tellement beau, que ces gens qui se drapent souvent derrière de grandes figures de la littérature, j'aimerais en rappeler une, c'est Kundera qui disait qu'il avait le cœur serré à l'idée qu'un jour, Panurge ne ferait plus rire. Je crois exactement que c'est ce qui s'est produit, ce qui est en train de se produire là avec ce film. Panurge ne nous fait plus rire. Nous sommes incapables du gros rire gras gaulois parce que la situation est dérangeante. Bien sûr que le film surfe sur les clichés les plus éculés, sur les Roms confond les Roms, les Tziganes, les Gitans, tout le monde dans le même sac, ce qui ne va évidemment pas leur plaire, qui va encore moins plaire à nos amis roumains qui détestent qu'on les confonde avec les Roms et inversement. Mais cela repose sur ces clichés et c'est destiné à faire rire. Alors évidemment, la morale derrière tout cela, elle est bien maigre et bien petite. Mais après tout, pourquoi pas? A-t-on le droit tout de même de rire ou non? On a le droit de rire. Moi, je défends le droit de rire. Non, on n'a plus le droit de rire. Nous ne pouvons plus. Le poids de la propagande est terrifiant. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul bon point dans ce film, c'est qu'en fait, c'est une anti-leçon pour tous ces gens, vous savez, de la gauche bien pensante, qui vous disent qu'il faut accueillir son prochain, les BHL, les Josiane Balasco, etc. Et d'une certaine manière, le film les met un peu en boîte en leur disant chiche. J'ose pas dire chiche kebab, mais chiche. Oui, tout à fait. Sauf que dans la vraie vie, bien entendu, aucun de ceux-là ne se résout à cette extrémité. Bien sûr. Alors, un autre film sur l'immigration, c'est le film de Kaurismäki, De l'autre côté de l'espoir, qui est donc sur nos écrans. Alors, j'ai mis longtemps à aller le voir parce que j'aime beaucoup Kaurismäki, parce que c'est du vrai cinéma, il y a une atmosphère étonnante, ces films se passent dans les ports, j'aime beaucoup les ports. Ces personnages sont toujours très profonds, très intelligents. En plus de ça, les acteurs ont des gueules fantastiques. Donc c'est du vrai cinéma. Mais ce brave Kaurismäki nous a prévenu, urbi et orbi, qu'il voulait changer l'état d'esprit des Européens. Il faut accueillir les Européens, les émigrés. Alors, ce genre d'impératif me fatiguait un peu, et donc j'ai mis du temps, mais j'y suis quand même allée, et bien m'en a pris parce que ça reste un beau film. C'est donc l'histoire de l'arrivée d'un pauvre Syrien, mécanicien dans son pays, dont la maison a été détruite dans les bombes, dont la famille est morte. Il a voulu s'enfuir avec sa sœur. Dans ce long périple, il a perdu de vue sa sœur et il arrive dans un cargo au fond d'un chargement de charbon. Et la première image, on le voit sortir de la cale tout noir. Déjà, cette image est assez forte. Et nous sommes à Helsinki.
Et donc c'est tout le processus d'accueil des Finlandais qui est extrêmement courtois, mais qui n'en est pas moins très efficace. Et non, monsieur, vous n'avez pas droit à l'asile politique. Et donc il va être expulsé le lendemain. Et avec la gentillesse d'une des assistantes, il va pouvoir s'échapper, vivre à la cloche dans Helsinki, et il va rencontrer un autre personnage étonnant qui est un homme en rupture de ban. Il en a, après 25 ans de vie avec sa femme alcoolique, il la plaque, et il va acheter un restaurant et gérer ce restaurant. Et il y a une scène fantastique. Le Syrien est couché dans le coin d'une porte, derrière les poubelles, et le Finlandais lui dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et le Syrien répond « Je suis chez moi, c'est ma chambre ». Et il en sort un certain nombre de situations les unes très comiques, les autres très tragiques. Et on ne peut pas s'empêcher de penser au drame du peuple syrien. Et contrairement à ce qu'il annonçait dans les journaux, il n'y a pas de propagande dans le film, sauf évidemment avec la bande de Finlandais qui poursuivent le Syrien pour le trucider, qui sont des gros racistes méchants. Enfin, mais ce qui existe aussi, probablement. Ce qui existe aussi, mais enfin, la majorité du genre. C'est pas tous les matins qu'il y a... heureusement d'ailleurs. Et heureusement, bien évidemment. Donc c'est le seul moment caricatural. Mais c'est donc pour l'instant le seul bon film à voir. C'est quand même un bon film. Je vous le conseille. Donc on passe au film américain, United Kingdom. Voilà, britannique donc. United Kingdom. Oui. Donc un Royaume-Uni, n'est-ce pas? Alors qui est une romance, inspirée plus ou moins par la réalité. Donc le roi le successeur du roi du Botswana fait toutes ses études à Londres. Et nous sommes en 1947 à Londres. Et ce jeune roi noir va rencontrer alors dans une petite soirée organisée par je crois que ce sont les calvinistes, les anglicans. Oui. Qui organise une petite soirée entre les bonnes filles blanches d'une famille de la classe moyenne avec donc des différents étudiants noirs brillants et ils se rencontrent et là coup de foudre. Ils tombent amoureux fous l'un de l'autre, ils se marient malgré le refus absolu de la famille de la blanche et de la londonienne, disons-le, et évidemment refus de l'autre côté une fois qu'ils arrivent en Afrique, c'est la catastrophe. L'oncle non, elle n'est pas du tout accueillie. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment l'inverse. Et donc, là, le film relate toute la lutte pour essayer de se faire accepter comme couple d'amoureux et d'amants, enfin, et de mariés, tout simplement, de mari et femme. Alors, je n'en dis pas plus. Le film n'est pas mauvais. Les acteurs sont très bons. Mais, alors... il y a quand même quelques petites choses qui reposent un peu sur des œufs. Notamment la rencontre. Le coup de foudre est un petit peu trop vite envoyé. On ne sait pas, si on hésite entre la romance et le problème du monde diplomatique propre au Commonwealth. Et du coup, c'est délicat. On ne sait pas vraiment. On voit que ça se goupille mal, ça ne va pas. Mais... du coup, la romance est soit trop creusée, soit pas assez creusée. En revanche, ce qui se met bien en avant, ce sont les contradictions, finalement, de l'Empire britannique, d'un point de vue diplomatique. Et ça, c'est très intéressant, de ce point de vue-là. Ensuite, le fait est que, évidemment, on surfe le film, et alors là, peut-être qu'il n'y est pour rien, surfe sur le même point d'un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois, Loving, cette fois-ci, aux États-Unis. Donc, avec un
problèmes de juridiction. Enfin, c'est quand même, voilà. c'est quand même dans l'air du temps. Hein. Mais c'est dans l'air du temps. L'accueil Voilà, des émigrés et le mariage mixte. Voilà, j'ai envie de dire, c'est malvenu de sortir autant de choses d'un coup, portant tout le temps sur le même sujet. Voilà, sur le même sujet et toujours dans la même direction. Après, le film est bon, les acteurs sont bons. Faire penser dans le voilà, même dans la sens. même direction. Mais le film reste efficace et bon et pas trop racoleur. Et ça, c'est agréable. Et en plus, nous emmène dans un pays qu'on connaît assez peu parce que finalement, le Botswana, c'est tiré d'une histoire vraie. Enfin, tout à fait, tout à fait. C'est pas une histoire, c'est pas un roman à la D'ailleurs, je crois que le fils, enfin le fils du roi actuel, enfin le président actuel, puisque c'est devenu ensuite une démocratie, a fait une petite apparition dans le film. Et ça a été tourné, il faut le noter aussi, alors à Londres d'une part et au Botswana d'autre part. Ce qui est pas si mal. Il faut déjà beaucoup d'intelligence pour réussir un mariage, mais pour réussir un mariage mixte, il faut encore plus d'intelligence. Et d'amour. Et d'amour. Et d'amour. Mais quand on aime, on devient intelligent. Un autre film, Life. Oui, Origine inconnue. Alors très rapidement, hein, c'est un nouveau film de science-fiction. Il est vraiment très bon. C'est un remix un petit peu d'Alien, hein, en 1979 de Ridley Scott. Alors c'est donc un film à mi-chemin entre la science-fiction et l'horreur et l'épouvante. Hein, donc dans l'espace, la station ISS reçoit les premiers échantillons de vie cellulaire de Mars et la vie qui va se développer n'est vraisemblablement pas très accueillante, elle non plus, ou très réceptive. Et en tout cas, bref, le film se développe là-dedans. C'est très bon, vraiment. Donc il est pas à mettre devant tous les yeux, mais c'est vraiment très bon. Je le recommande vraiment chaleureusement. Bon, et on termine sur John Wick. Donc on termine sur un navet version charcuterie. Je suis désolé de clôturer le film comme ça. Donc il y avait un John Wick numéro 1 qui n'était pas si mauvais. Hein, donc l'histoire d'un méchant tueur qui s'était rangé des voitures, si j'ose dire, rappelé à l'ordre et donc qui finit par buter tous les méchants. Bon, à la fin du numéro 1, tout ça parce qu'on lui avait tué son chien. Enfin, une histoire assez rocambolesque, jouée par Keanu Reeves. Et là, dans le numéro 2, quelqu'un lui dit « Tu avais une dette, tu vas donc tuer ma sœur qui doit prendre part à la table siégeant avec les plus grandes mafias. Et si tu tues ma sœur, je vais du coup prendre sa place. » Donc l'autre est obligé d'aller tuer la sœur. Sauf qu'évidemment, celui qui a fait tuer sa sœur veut ensuite tuer John Wick, hein, donc pour effacer toute preuve. Et John Wick se retrouve donc avec l'intégralité des tueurs à gages de la planète à ses trousses. Donc autant vous dire qu'il gagne, hein, parce que c'est John Wick, mais c'est un petit peu compliqué, c'est très long, c'est très fort, c'est très bruyant et c'est très sanguinolent. Voilà. Donc si on aime le navet sauce barbecue, mais avec les merguez bien saignantes, on peut aller voir John Wick. Sinon, on peut aussi rester à la maison et faire son repassage. Merci beaucoup, Maxime. Alors, je résume. Je fais une petite liste des bons films. Des bons films. De l'autre côté de l'espoir, United Kingdom, À bras ouverts, tout de même, La Belle et la Bête et Life. Et on évite John Wick numéro 2. Et on élimine John Wick. Merci beaucoup de votre présence à tous deux, amis de TV Liberté. À très vite. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette émission, je lis donc je suis. Nous avons la joie de recevoir deux invités. Monsieur Jacques Villemain, bonjour monsieur, et Rénal de Séchère, que nos auditeurs et nos téléspectateurs connaissent bien. Je vais donc présenter, rappeler le travail de Rénal de Séchère. Vous avez écrit il y a fort longtemps, déjà il y a 30 ans ? 30 ans. Exactement. La Vendée vengée, le génocide franco-français, réédité chez Perrin. Il s'en vend régulièrement 5000 exemplaires chaque année. C'est ce qu'on appelle un gros succès. Et puis, beaucoup plus tard, La Vendée, du génocide au mémoricide. Et puis vous, monsieur Jacques Villemain, vous êtes un diplomate et un juriste. Vous avez travaillé dans les instances
du tribunal pénal international. Auprès. On dit auprès, vous pardonnez mon vocabulaire qui n'est pas du tout juriste. Et vous avez traité le sujet de Reynald de Séchère, ce génocide franco-français, et vous avez apporté vos lumières de juriste sur ce sujet. Et vos conclusions, peut-on dire tout de suite, et vos conclusions ne sont pas éloignées de celles de... Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Vos conclusions ne sont pas éloignées de celles de Reynald de Séchère. Il y a eu un génocide. Oui, pas seulement un génocide. Il y a crime de guerre et crime contre l'humanité aussi, et aussi génocide. Alors, c'est une lumière extrêmement importante que vous apportez là pour les historiens d'aujourd'hui et pour ce combat que mène Reynald de Séchère, qui a tout de même payé très cher depuis 30 ans pour avoir émis cette idée-là, puisque Dame République est censée être une sainte et indivisible et ne pas avoir commis d'actes répréhensibles. Or, ces années de la terreur tombent bien sous le coup de cette condamnation. Oui, je ne dis pas que la République a commis... Non, les années de la terreur. Oui, ou c'est pas les années de la terreur, les crimes sont commis par des criminels. Par des criminels, voilà. Alors, comment en êtes-vous venu à traiter ce sujet, Jacques Villemin? Bien, ça faisait plusieurs années qu'effectivement je travaillais sur les questions de droit pénal international, donc crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, qui sont de la compétence des tribunaux pénaux internationaux qui se trouvent à La Haye. Et comme j'avais acquis au fil de ces années une certaine connaissance de la jurisprudence relative à ces crimes, une jurisprudence qui a été précisée après l'affaire rwandaise et l'affaire yougoslave, parce qu'avant on n'avait que la référence des crimes de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, j'ai été très surpris de certains crimes de la Seconde Guerre mondiale. Oui, bien sûr. Il y en a encore un certain nombre à traiter. Bien sûr, on ne les a pas tous jugés, mais enfin, on en a jugé quand même un certain nombre, et c'est surtout à ce moment-là qu'on a créé le concept de crime contre l'humanité, et puis en 1948, le concept de crime de génocide. Et j'ai été très surpris de voir à quel point les historiens, quand ils traitent de la question vendéenne, écartent ces qualifications juridiques, parce que ce sont des noms de crimes, ce sont des notions juridiques, crime contre l'humanité, génocide, ce sont des notions juridiques, et j'étais très très surpris de voir à quel point les historiens ignorent le contenu de ces notions, et au fond ils raisonnent de manière historique par rapport à la Seconde Guerre mondiale, et là effectivement on peut tout à fait admettre que même si on n'aime pas Robespierre, ce n'est pas Hitler, et si on n'aime pas le jacobinisme, ce n'est pas le nazisme. Mais c'est pas pour ça que l'on peut dire pour autant que les faits qui se sont produits en Vendée en 93-94 n'entrent pas dans la définition du crime de génocide ou du crime contre l'humanité. Alors justement, cette différence entre l'historien et le juriste, qu'est-ce que votre livre apporte de nouveau dans cette analyse de ce massacre entre 1793 et 1794? Je crois que ça permet de dépasser le concept assez faux, mais qu'on peut parfaitement comprendre dans l'esprit des historiens. Ils raisonnent toujours de manière comparative. Et quand on parle de génocide et de crimes contre l'humanité, ils pensent nazisme et Seconde Guerre mondiale. Et au fond, ils ont ce syllogisme inconscient, mais qui est un sophisme, qui est ce que je disais, le jacobinisme n'est pas le nazisme, par conséquent, les crimes de 1793-94 ne peuvent pas être des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide. Ce que l'on a vu dans les années 90 en Yougoslavie et au Rwanda, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être nazi, il n'y a pas besoin d'être raciste pour commettre ce genre de crime. Et donc, comme on les a jugés et au plus haut niveau, puisque ce sont des tribunaux établis quand même par l'ONU, et la Cour pénale internationale, c'est une juridiction à laquelle des dizaines et des dizaines d'États sont partis, maintenant on en a une définition beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, et on constate, enfin en tout cas c'est la conclusion à laquelle j'arrive dans mon étude, que les faits qui se sont produits en Vendée en 1793-94 s'encadrent tout à fait dans ce que maintenant la communauté internationale
international, les tribunaux pénaux internationaux appellent crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Alors, le dernier livre de Reynald, du génocide au mémoricide, nous rappelle cette découverte des petits papiers qu'envoyaient les gens de la Convention aux officiers sur place, montrant bien qu'il y avait ordre de donner la mort, ordre d'exécution systématique. Est-ce que ce livre de Reynald Secher vous aide à avancer dans cette... Bien sûr, les livres de Reynald Secher disent sur le plan des faits à peu près tout ce qu'il y a à dire, mais mon travail n'est pas, moi je ne suis pas historien, mon travail n'est pas sur les faits, mais sur la qualification juridique des faits. À cet égard, je dois dire, et j'en demande pardon à Reynald Secher, que ceux qui apportent les meilleures preuves pour établir ces crimes sont finalement les historiens qui sont les plus hostiles à la thèse du crime contre l'humanité et des crimes de génocide, parce qu'ils décrivent des faits, ils les décrivent de manière sans doute assez exacte. En tout cas, je prends leur constat et j'arrive à la conclusion que ce qu'ils décrivent est effectivement un crime contre l'humanité, un crime de génocide. Évidemment, Reynald Secher établit les mêmes faits et de manière, j'allais dire, encore plus précise. Mais je veux dire, la question n'est pas la question des faits. Je pense que les faits aujourd'hui sont relativement connus. Même les tanneries de Pau ou même le massacre des Lucs sur Boulogne, ça a longtemps été contesté. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus tellement. Le problème, ce n'est pas les faits, c'est la qualification juridique. Est-ce que ces faits constituent des crimes? Et mon travail porte essentiellement là-dessus. Mais ce qui m'étonne tout de même, c'est qu'il y a encore des historiens, vous les nommez dans le livre, je ne vais pas les nommer, qui interprètent très différemment les faits. Oui, mais vous vous étonnez vous-même et ça vous laisse pantois, dites-vous. Parce que l'histoire est quand même une science exacte où elle essaye de l'être et ce qu'on nomme par un mot ne peut pas être nommé par un autre mot. Oui, bien sûr, mais parce que les historiens ne connaissent pas la définition... Alors, on ne va pas dire les historiens, certains historiens, puisque... Très bien. C'est absolument, non, mais c'est un père abbé qui m'avait dit, ah non, on ne dit pas les, on dit des. Très bien. L'article indéfini. Eh bien, je dirais la grande majorité des historiens, voilà. Puisque, malgré tout, il faut quand même admettre que Reynald Secher est un peu quand même assez dans la minorité. Atypique. Voilà, non, la grande majorité des historiens ignorent ce que c'est qu'un crime de génocide. Ils pensent par exemple que génocide, c'est tuer un peuple. S'ils se penchaient sur la définition du crime de génocide, le mot peuple n'y apparaît pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un génocide? Alors, la définition légale, c'est la destruction totale ou partielle d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux comme tel. Alors évidemment, les mots peuvent paraître un peu curieux, mais chacun d'eux a une définition précise. La destruction partielle. Alors partielle, ça commence à combien? Et est-ce que c'est quantitatif? Est-ce que c'est qualitatif? Qu'est-ce que c'est qu'un groupe national, racial, ethnique ou religieux? Alors, prenons deux exemples. La mort des 4500 officiers polonais à Katyn, catholiques. Alors, ça n'a jamais été jugé, et même à Nuremberg, on a essayé de le mettre sur le dos. Oui, on a évacué le problème. Puisque Nuremberg était fait par des gens qui avaient participé au conflit. Vous me posez une colle, parce que je n'ai pas étudié le cas de la politique allemande en Pologne, mais le fait est que, par exemple, essayer d'éliminer les élites d'un peuple... C'est les commissaires soviétiques. En tant que tel, oui. Le fait d'essayer d'éliminer les élites d'un peuple de manière à ce qu'il perde son identité participe. Le concept de génocide culturel n'existe pas en droit, mais il y a aussi une dimension culturelle dans le génocide, puisqu'il s'agit de faire disparaître un groupe humain comme tel. Comme tel, ça veut dire aussi en fonction de son identité et en fonction de sa culture. Donc, dans la destruction partielle, la jurisprudence dit, il y a une notion bien sûr quantitative, c'est-à-dire qu'il faut détruire une partie significative. Il n'y a pas de pourcentage, une partie significative de la population, mais partie significative, ça peut être significative qualitativement. C'est-à-dire que si on détruit
les élites, ceux qui portent la culture et l'identité du peuple à un titre particulier. C'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, effectivement, ça peut rentrer dans la définition d'un crime de génocide. Je voudrais revenir sur quelque chose, parce qu'il n'y a pas seulement que les historiens qui ont nié l'extermination programmée et légale de la Vendée, c'est aussi les non-historiens, les Vendéens eux-mêmes. Et on avait réduit la guerre de Vendée à une simple guerre civile, avec de part et d'autre des excès, des dérapages, c'était le mot usuel utilisé. Donc c'est pas seulement un fait d'historien, c'est aussi un fait macro qu'on retrouve dans toutes les dimensions de la société française, à la fois nationale et locale. Et le travail fait en Vendée, qui commence par un carottage, la Chabelle-Basse-Mer. C'est votre premier travail, demandé par deux grands historiens. C'est Jean Meyer. C'est vraiment Jean Meyer dans un premier temps. Et comment dire, la préoccupation de Jean Meyer, qui est un malgré nous, c'est-à-dire un homme de souffrance absolue, qui avait fait sa thèse sur la noblesse bretonne et qui arrive dans le petit village de la Chapelle-Basse-Mer où il y a encore une certaine élite d'Ancien Régime et qui commence à parler avec les obros du coin en leur disant « mais je ne comprends pas trop, vous n'êtes ni breton ni vendéen, vous êtes quoi ?» Et les gens disent, ce n'est pas notre problème. Donc c'est une source d'interrogation, c'est une no man's land, en fait, culturelle qu'il constate. Et il ne peut pas, lui, avec ses moyens de l'époque, c'est-à-dire nous sommes dans les années 1950, répondre à cette question. Et lorsqu'il me retrouve au sein de l'université, je viens du même village, il me pose la question. Et moi, je lui explique que je suis à la fois breton et vendéen, parce que je suis d'une famille qui a une forte identité, et j'ai de l'instruction, hein, à la fois scolaire, à l'époque on disait collège, lycée maintenant, et universitaire. Donc je suis capable d'embrasser ces cultures. Alors donc le problème, c'est pas un problème spécifique à l'histoire. Les historiens répondaient officiellement, on ne peut pas travailler la matière de la Vendée faute de documents. Et donc dans un premier temps, il a fallu vérifier si effectivement il existait ou pas des documents. Et lorsqu'on a fait ce carottage sur la Chapelle-Basse-Mer, on s'est rendu compte qu'il existait une masse considérable de documents. Et après, on a créé les méthodes. J'ai créé les méthodes. Et les méthodes, on les a extrapolées sur l'ensemble de la Vendée militaire. Et en fait, vous êtes de la 4e phase qui conclut ce problème. Ma grand-mère disait toujours que pour qu'une idée s'impose, il faut 30 ans, il faut une génération. Et c'est très amusant parce que ma thèse a été soutenue en 85. Elle est connue en 86 et nous sommes en 2017, 30 ans. Oui, j'en prendrai deux choses de ce qu'a dit Reynald Secher. L'une qui peut faire comprendre pourquoi des historiens passent à côté du sujet. Dire par exemple, c'est une guerre civile, donc c'est pas un crime. Mais on ne voit pas du tout, comment dirais-je, le caractère sérieux de ce raisonnement. Oui, c'est pas parce que c'est une guerre civile qu'il n'y a pas de crime. La guerre civile est même une accumulation de crimes. Oui, on pourrait dire que s'il y a un environnement qui est criminogène, c'est bien la guerre civile. Donc dire, ça n'est pas un crime parce que c'est une guerre civile, c'est tout simplement, on dirait en droit, inopérant. C'est-à-dire que c'est un argument qui, devant un tribunal, ne vaut rien. Mais c'est là où on voit la différence d'un esprit juridique. D'autre part, ce qui est très important dans les travaux de Reynald Secher, mais aussi de ceux des autres historiens, c'est que tous les éléments y sont. J'allais dire, tous les points y sont, tout ce qu'il faut, c'est tracer la ligne. Et vous évoquiez les petits bouts de papier que cite Reynald Secher, et bien entendu, ils sont importants, mais pour établir un crime de génocide, il faut établir toute la chaîne de commandement. Les petits bouts de papier sont une partie de la chaîne de commandement, mais j'utilise beaucoup, par exemple, la correspondance des représentants en mission. Les représentants en mission sont en fait l'échelon intermédiaire entre le pouvoir parisien et les militaires sur le terrain. Les représentants en mission qui sont les députés. Hein. Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces archives? Alors, moi, je ne suis pas historien, donc j'ai d'abord dans les ouvrages, ceux de Reynald Secher, ceux d'autres historiens, notamment Jean-Clément Martin, qui, lui, est violemment contre cette thèse, mais qui décrit bien les faits. Et puis, il y a eu un ouvrage qui s'appelle « Vendée, les archives de l'extermination », donc d'Alain Gérard, publié par le Centre vendéen de recherche historique, qui, lui, publie, alors là, tous les textes, avec les références
France. Donc pour moi, c'était une mine, puisque à chaque fois, je peux... Donc, je ne cite même... tracer les... Voilà, je peux dire Gérard Pachetan au lieu de dire Archives nationales. Évidemment, moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas allé aux Archives nationales. Mais ces archives étant publiées, je me sers des archives. Il s'agit de publications sérieuses, reconnues. Je me sers aussi des petits bouts de papier publiés par Reynald Secher, de documents cités par d'autres historiens aussi. Alors, pourquoi ils ont été publiés? C'est une question qu'il faut se poser. Ils ont été publiés parce que lorsque la première fois on parle de ces documents, les historiens négationnistes nient ces documents. Donc on s'est dit, pour faire prendre conscience qu'il y a mensonge et manipulation, il faut les publier. Et en fait, c'est ce qui vous a permis de vous asseoir sur cette masse documentaire. Alors vous nous donnez d'autres informations étonnantes. J'ai nommé l'affaire Goy-Martinière, qui est absolument tragique, puisque les républicains vont exterminer tout un village qui était républicain. Voilà. C'est tout à fait important, cette affaire Goy-Martinière, parce que, bon, dans l'affaire vendéenne, il y a comme ça des faits qui, au fond, on sait qu'ils se sont produits à plusieurs reprises, mais on n'a pas toujours la documentation précise. Les Lucs sur Boulogne, le miracle, si j'ose dire, c'est qu'on a le curé du lieu qui dresse la liste des 564 victimes, dont 110 enfants de moins de 7 ans. Les Lucs sur Boulogne ne sont pas le seul village qui a été attaqué, mais c'est un des rares pour lequel on ait la liste des victimes. L'affaire Goy-Martinière... Mais vous savez, pardonnez-moi, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. J'ai été au Puy du Fou, j'ai dormi dans un gîte à 10 km du Puy du Fou, et en me promenant dans le village, je vois une espèce de toute petite chapelle, mais vraiment toute petite, qui jadis était dans la campagne, mais comme le village s'est agrandi, il y avait des petits bungalows blancs tout autour. Je rentre dans la chapelle et, émotion, il y avait la liste sur les murs de tous ceux qui avaient été massacrés, hommes, femmes et enfants, le temps du temps. Alors ça, c'est un phénomène nouveau. Hein. Petit à petit, les communes publient, gravent le nom des victimes. Alors les Lucs sur Boulogne est un cas extrême, puisque la population a été quasiment entièrement exterminée, et comme il n'y avait plus d'habitants, on a supprimé la commune, hein, et qu'on a rattaché... On a regroupé deux en une. Faute d'habitants. L'affaire Goy-Martinière est tout à fait intéressante. Donc Goy-Martinière est un capitaine, je crois que c'est dans la colonne Huchet, une des 12 colonnes infernales. Effectivement, il massacre la population d'une municipalité qui se trouve être républicaine. Là-dessus, les autorités républicaines locales s'emparent de Goy-Martinière, le jugent révolutionnairement, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il est exécuté dans les 24 heures. Et ce qui est tout à fait significatif, c'est que les représentants en mission dissolvent l'autorité républicaine locale. Ce n'est pas la seule d'ailleurs qui va se plaindre à Paris en disant mais on nous massacre alors que nous sommes, nous, fidèles à la République. Et les représentants en mission écrivent au comité de salut public pour dire tous les Vendéens sont des contre-révolutionnaires, cette guerre ne se terminera que quand on les aura massacrés jusqu'au dernier. C'est écrit. Donc là, il est bien clair qu'on massacre les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils auraient fait. Et massacrer les gens pour ce qu'ils sont, comme tel, c'est la définition du génocide. Donc cette affaire Goy-Martinière est extrêmement significative parce qu'elle permet, elle permet comment dirais-je, à la fois elle permet bien de situer l'intention criminelle qui est il faut tous les tuer parce qu'on ne terminera pas cette guerre tant qu'il en restera de vivants. Que ce soit dans les lois, que ce soit dans les ordres donnés, il n'y a jamais ces distinctions bleu-blanc. C'est-à-dire qu'il faut bien exterminer toute la population. La seule distinction qu'il y ait eu, c'est la loi du 1er août 1793, où on décide de diviser la population en deux groupes. Les femmes, les enfants et les vieillards que on doit déporter, et on doit massacrer tout le reste. Mais à aucun moment, on fait cette distinction bleu-blanc. Et la loi du 1er octobre qui dit on ne peut pas les déporter, donc on massacre tout le monde. Encore cet article 8 de la loi du 1er août n'a largement qu'une valeur rhétorique.
historique. D'abord, on a très peu de témoignages dans lesquels les femmes et les enfants auraient effectivement été transportés vers l'intérieur. Surtout, j'ai trouvé dans l'ouvrage d'un historien, donc c'est Patrice Gonifet, qui a écrit un ouvrage sur la politique de la terreur, qui commente cet article en disant mais de toute façon, il est impossible de transporter les femmes et les enfants vers l'intérieur. Et effectivement, c'est assez simple à comprendre. Il y a à peu près 800 000 personnes en Vendée. Ça fait donc 400 000 femmes, par hypothèse, et si on rajoute les enfants et les vieillards de sexe masculin, on doit arriver pas loin de 500 000. Comment voulez-vous transporter 500 000 personnes? Même aujourd'hui, ce serait une opération logistique absolument énorme. Mais alors faire ça en pleine guerre civile avec les moyens du XVIIIe siècle, c'est hors de question. Et Gonifet dit, mais alors, puisqu'on ne peut pas les déporter, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, du coup, on les tue. D'ailleurs, les noyades, par exemple, sont qualifiées de déportation verticale dans le langage de l'époque. Donc, en fait, cet article, qui est généralement monté en épingle par les adversaires de la thèse du génocide, ne démontre rien. Non seulement il ne démontre rien, mais quand on voit une loi, vous savez, ça ne vaut que par son application. Et quand on voit comment c'est appliqué, en fait, la Convention veut qu'on en finisse avec la Vendée. La déportation aurait peut-être été un moyen si on avait pu l'exécuter, mais comme on ne peut pas la mettre en place, on tue. Ce qui fait qu'à la fin, cet article finit par produire le contraire de ce qu'il y a dans le texte. Et vous pensez qu'il va falloir 30 ans pour que vos travaux, tous les deux, trouvent un écho dans les livres d'histoire pour les enfants? Enfin, je n'ai pas de boule de cristal pour le dire. En tout cas, je pense que la question doit être réexaminée. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, sous l'angle juridique. L'argumentation contre le génocide ne tient pas. Alors, si on veut en trouver une autre pour combattre l'idée, ma foi, un débat juridique, c'est toujours contradictoire. Mais j'attends, pour ma part, des arguments fondés en droit. Et pour le moment, je n'en ai pas vu. Est-ce que vous avez participé donc à ces deux grandes affaires, donc les Tutsis et les Hutus en Afrique noire, l'élimination des musulmans à Srebrenica, mais notre siècle a été quand même, j'ai envie de dire, une explosion de crimes de masse, à commencer par le tout premier, on peut dire le génocide arménien, qui lui a été bien reconnu par la loi, mais il n'y a pas eu de procès. Talat Pacha a son monument à Istanbul. Mais le seul pays qui ne reconnaît pas, c'est donc la Turquie. Oh, le seul pays, il y a peu de pays qui reconnaissent. Le pays le plus concerné, c'est donc la Turquie, qui a continué à éliminer les Chaldéens, les chrétiens. Il y a eu après, alors là, j'aimerais avoir votre avis, les 6 millions d'Ukrainiens qui ont été affamés par les commissaires soviétiques. C'est un sujet que je ne traite pas dans mon livre. Je sais bien, mais je profite du fait d'avoir un spécialiste pour vous poser toutes ces questions. La difficulté serait de savoir s'ils ont été éliminés en tant qu'Ukrainiens ou si ils ont été, comment dirais-je, éliminés pour une autre raison. Il y a deux manières d'envisager l'Holodomor. La première, c'est de dire il fallait s'emparer des récoltes pour les vendre à l'extérieur de manière à acquérir les devises qui étaient nécessaires pour financer le plan quinquennal. Oui. Et au fond, on ne les a pas tués à ce moment-là en tant que tels, mais j'allais dire c'est à la limite quelque chose de crapuleux comme voler un peuple, et pour ça... Juste pour une affaire de commerce. Bon, c'est peut-être une interprétation possible. L'autre interprétation consistant à dire on avait peur du séparatisme ukrainien et on a décidé de saigner le pays pour... Bon, je ne me prononce absolument pas là-dessus, c'est pas un sujet dont je suis, je suis spécialiste, mais ça montre en tout cas, votre question, à quel point il faut vraiment une analyse fine pour savoir quelle est l'intention criminelle. Il faut vraiment que les gens soient tués pour ce qu'ils sont. La question est de savoir est-ce qu'on a tué les Ukrainiens pour ce qu'ils étaient ou pour une autre raison. Je n'ai pas étudié assez le sujet pour avoir une idée là-dessus. Alors, on peut continuer cette liste qui est absolument effrayante. Les bombardements, l'embargo
l'embargo qui dure 10 ans en Irak, avant les bombardements d'Irak, qui tue des milliers d'enfants. Et donc qui annihile un peuple. Vous comprenez qu'en tant que diplomate, je ne peux pas prendre position sur des questions de politique internationale. Oui, mais là c'est le juriste. Et y compris les opinions que j'exprime dans mon livre n'engagent que moi et pas l'administration que je sers. Mais disons qu'en l'occurrence, il faudrait établir, pour que ce soit un génocide, qu'il y a eu l'intention de massacrer la population comme telle. Là, ça me paraît quand même très très difficile. Ce n'est pas parce que énormément de gens sont tués que c'est un génocide. La population des îles Caraïbes a à peu près entièrement disparu dans les 50 années qui ont suivi la découverte de l'Amérique. Pour partie, ça a été le fait de guerres de conquête, mais pour partie, ça a été aussi le fait de maladies que les Européens avaient apportées avec eux et contre lesquelles les populations locales n'étaient pas immunisées. On ne peut pas dire dans ces conditions qu'il y ait eu une volonté de faire disparaître la population comme telle. Et donc on ne peut pas qualifier ça de génocide. Et les Rhodésiens qui éliminent depuis très 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 longtemps les fermiers blancs. Là aussi, c'est de la politique internationale. Je n'en parle qu'en termes généraux. Le déplacement forcé de population est repéré comme un crime contre l'humanité. Mais il faudrait, pour que ce soit un génocide, d'abord qu'on tue les gens, il faut qu'il y ait une élimination physique et qu'on les tue comme tels. Mais éliminer un groupe social, un déplacement de population, n'est pas un génocide. Un déplacement de population, c'est un crime contre l'humanité. En effet. En tout cas, il y a un autre procès qui est en train de se tenir, c'est celui des Khmers rouges. Alors là, il y a des tribunaux, en fait, très exactement, les sections internationales des tribunaux cambodgiens, ce ne sont pas des tribunaux pénaux internationaux. Et là, la question des Khmers rouges, il y a une accusation de génocide, mais contre des groupes particuliers, des groupes ethniques particuliers au Cambodge. Le problème du juridique pour le Cambodge, c'est que c'est le gouvernement cambodgien qui a éliminé sa propre population en général. Alors peut-on dire qu'il a voulu l'éliminer comme tel ? Actuellement, les tribunaux cambodgiens ne l'ont pas dit. Ça paraît un peu difficilement concevable en théorie. Mais il y avait... Oui. Ils ont appliqué la loi, le peuple pense mal, donc il faut changer de peuple. Oui, en fait, disons, il y avait très nettement cette notion de peuple ancien et peuple nouveau. Et il fallait que le peuple ancien soit éliminé pour que le peuple nouveau puisse apparaître. On retrouve là une motivation qui d'ailleurs existe dans l'affaire de Vendée, où clairement, une des idées et un des motifs, c'est les Vendéens sont irrécupérables, ils ne seront jamais républicains, donc la seule solution d'implanter la République dans ce pays, c'est d'éliminer tous les habitants. Je rappelle toujours que le référent de Pol Pot, c'est Robespierre. Oui, absolument. Et le référent des grands soviétiques aussi. Bien sûr. Mais le problème du paysan catholique, il est récurrent, puisque M. Payon s'est permis d'écrire que les catholiques étaient inassimilables en République. C'est très intéressant. Donc pour ce qui est de la guerre de Vendée, il faut bien comprendre, par exemple, les Vendéens sont-ils un groupe religieux ? Les auteurs hostiles à la thèse du génocide disent non, puisqu'il y avait des catholiques ailleurs qu'en Vendée et qu'on ne les a pas massacrés. Mais par exemple, juridiquement, ça ne tient pas, parce qu'un groupe religieux, au sens juridique du terme, c'est pas catholique, protestant, orthodoxe. À l'intérieur du catholicisme, on considérera, par exemple, que les intégristes, ou ceux qu'on appelle tels, sont un groupe religieux, les charismatiques sont un groupe religieux, la théologie de la libération, les progressistes sont un groupe religieux. On peut tout à fait considérer que les Vendéens, qui ont un catholicisme très particulier, qui a été, c'est la dévotion au Sacré-Cœur, c'est un catholicisme qui est d'ailleurs un peu isolé dans le reste du catholicisme français à l'époque, où le jansénisme avait une énorme influence. Les Vendéens, eux, ont été formés beaucoup plus, j'allais dire, dans un esprit, non pas tout à fait jésuite, mais c'est largement les jésuites qui ont diffusé le culte du Sacré-Cœur. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui n'est pas jésuite, qui lui a été formé par les sulpiciens. Mais les grands défenseurs de la dévotion au Sacré-Cœur, ce sont les jésuites. Et les catholiques vendéens sont des catholiques ruraux
qui ont une dévotion et une expression religieuse qui est très très différente de celle que l'on trouve dans les villes. Il est d'ailleurs tout à fait remarquable que les villes de la Vendée militaire seront rarement occupées par l'armée catholique et royale. Généralement, elles résisteront. Bon, même les Sables d'Olonne, par exemple, qui n'est pas la plus grande ville, ne sera jamais prise. Et je traite le cas dans mon livre. Certains disent qu'il n'y a pas de génocide en Vendée parce qu'il y a eu des réfugiés vendéens qui ont été protégés par la République. Mais justement, ceux qui étudient ces réfugiés vendéens en dressent le profil et vous expliquent que ce sont des urbains, ce sont les fonctionnaires du nouveau régime, c'est le clergé jureurs constitutionnels. Et donc ce sont des gens qui, j'allais dire ethniquement, c'est pas tout à fait exact, mais ce sont des gens qui ont un profil très différent de ceux qu'on appelle les Vendéens, c'est-à-dire les révoltés, qui eux sont des ruraux appartenant à un certain type de catholicisme. Les réfugiés vendéens ont un profil totalement différent, très minoritaire, ça représente peut-être 5 ou 10% de la population, mais la jurisprudence est extrêmement elle est pratico-pratique. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe est visé comme tel? C'est pas nécessairement qu'il ait une existence objective. Bien sûr, il faut qu'il ait une existence objective, et les Vendéens ont une existence objective. Mais le critère jurisprudentiel, c'est le regard stigmatisant du persécuteur. Autrement dit, la question de savoir est-ce qu'il existe un peuple vendéen objectivement n'a pas de sens juridiquement. La question est de savoir est-ce que les républicains pensaient qu'il existait un peuple vendéen qu'il devait exterminer. Et là-dessus, la réponse est évidemment oui. Si quelqu'un assassine M. Sécher ou vous-même, je suppose que vous n'êtes pas juif, mais supposons que quelqu'un vous assassine à la sortie du studio, vous plante un couteau dans le cœur en criant « sale juif », c'est un meurtre antisémite. Vous n'êtes pas juif, mais dès lors que l'intention était de tuer un juif, en croyant que vous l'étiez, à ce moment-là, ça devient un meurtre antisémite. Ça a été jugé par le tribunal pour la Yougoslavie dans le cas d'un Serbe qui avait tué un autre Serbe en croyant qu'il était croate. Devant le tribunal, il a dit « mais c'est pas un meurtre discriminatoire, on ne parle pas de meurtre raciste dans ce cas-là, c'est pas un meurtre discriminatoire, il n'était pas... j'ai tué un Serbe, il n'était pas croate, vous pouvez pas dire que... » Et le juge a répondu « mais oui, mais vous pensiez qu'il l'était, et donc c'est comme s'il l'avait été. » Merci beaucoup Jacques Villemain pour ce très beau livre, Vendée, 1793-1794. Reynald, vous voulez interroger encore M. Villemain? Oui. Dans la conclusion de votre livre, vous parlez bien entendu des hommes qui sont à l'origine de l'extermination, et là vous avez parfaitement raison, mais en même temps vous dénoncez le sort que l'histoire leur a réservé. Vous prenez l'exemple de Turreau qui a son nom gravé sur l'Arc de Triomphe. On pourrait parler aussi du grand Lazare Carnot qui a été panthéonisé, ce qui est un véritable scandale. Bon. Et comment est-ce que on pourrait réparer l'histoire, c'est-à-dire mettre un terme à ce fameux mémoricide que j'ai dénoncé. Vous, en tant que juriste, quelle serait votre réponse? Je dirais que le droit pénal international a développé une notion qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre justice quand il n'est pas possible de punir les coupables. La question s'est posée, par exemple, en Afrique du Sud, elle s'est posée au Rwanda, elle s'est posée dans certains pays latino-américains où il y avait eu là aussi des exactions de masse, mais on n'aurait pas pu faire passer la justice et condamner les gens sans pratiquement rallumer la guerre civile. Il aurait pratiquement fallu faire juger une partie de la société par l'autre. Donc, comme le but quand même de la justice, c'est de rétablir la paix et l'ordre, et là, la justice, il faut la prendre au sens de la vertu de justice et pas au sens de l'administration de la justice, mais la justice, c'est quand même unique suum, c'est à chacun ce qui lui est dû. Donc, la justice transitionnelle a consisté à dire on va faire des commissions dites vérité et réconciliation. C'est-à-dire que le crime doit être nommé et les coupables doivent être désignés. Mais une fois qu'on a fait ça, on renonce au fond à la punition. Les coupables doivent reconnaître qu'ils sont coupables et les victimes doivent être reconnues comme victimes. Alors évidemment, dans le cas de la Vendée, dans le cas de l'apartheid ou des crimes au Rwanda ou des exactions en Amérique latine, les gens étaient encore vivants. Mais là, c'est 2 siècles après. Je crois que la manière de réconcilier la mémoire, c'est de dire la vérité. C'est d'abord de reconnaître que le crime a existé et également de dire que la responsabilité pénale de certains responsables de l'époque est engagée.
Parmi ceux-là, Carnot, Robespierre, en fait tout le comité de salut public, puisque le principe des crimes de masse, génocide, crimes contre l'humanité, c'est que ce sont des crimes nécessairement organisés par des collectifs. Une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, définition du crime contre l'humanité, une personne seule ne peut pas le faire. C'est nécessairement un collectif. Le génocide, destruction totale ou partielle d'un groupe humain, là aussi, c'est un collectif. Et donc, la jurisprudence a créé cette notion d'entreprise criminelle commune. Tous ceux qui ont participé à l'entreprise, au fond, c'est un peu comme des actionnaires d'une société anonyme. Ils en partagent les bénéfices ou les pertes. Donc, tous ceux qui ont participé à l'entreprise ont leur responsabilité pénale engagée. À cet égard, et vous avez tout à fait raison de le dire, Robespierre a un titre éminent, Carnot a un titre plus opérationnel, parce qu'il est responsable des opérations militaires au sein du comité de salut public. Leur responsabilité pénale est engagée, ça devrait être dit. Qu'ensuite, pour des raisons historiques, là aussi de réconciliation, mais on a fait une réconciliation assez mauvaise en France, qui n'a pas marché d'ailleurs. Ça a été notamment la monarchie de Louis-Philippe qui l'a fait. Au lieu de dire les choses, on les a au contraire cachées. Et on continue à les cacher. Voilà. C'est Michelet, c'est l'intervention de Michelet. Et on continue à les cacher. Je crois que le concept de mémoricide que vous avez développé dans votre livre est tout à fait juste. On a essayé de mettre la chose sous le boisseau et de dire, pour se réconcilier, on n'en parlera pas. Eh bien, quand les vérités... même pire, on a fait des bourreaux des victimes et des victimes des bourreaux. Il y a une double mécanique. Ça d'ailleurs, c'est général dans les génocides. Vous en parlez dans votre livre, mais vous n'êtes pas le seul à le dire, et c'est assez juste. Effectivement, on explique que, au fond, si on a tué les gens, c'est de leur faute. Donc, effectivement, c'est l'inversion de la culpabilité. Quand on fait ça, effectivement, le passé ne passe pas. La vérité rend libre, c'est pas moi qui l'ai dit, et c'est pas seulement dans l'Évangile. Je crois que c'est une réalité. Tant qu'on ne reconnaît pas la vérité, le malaise subsiste. Et je crois qu'effectivement, pour l'affaire vendéenne, il faudra un jour reconnaître les faits, dire la vérité. La réparation symbolique, c'est au moins de supprimer le nom de Turreau sur l'Arc de Triomphe. Comment dirais-je, une station de métro qui s'appelle Robespierre, comment dirais-je, c'est quand même assez choquant. Carnot également. Carnot a été magnifié par les thermidoriens parce qu'en plus, il a trahi Robespierre. Donc là, et finalement, on lui en a fait gloire. Mais comment dire, ça ne retire rien au fait qu'il a été un terroriste. D'ailleurs, tous les thermidoriens sont des terroristes. Les Italiens, les Frérons, qui ont participé au renversement de Robespierre, comment dirais-je, c'est pas parce que Staline a fait exécuter Trotsky que Trotsky n'est pas un criminel. Je veux dire, il faudrait pas dire ça, parce que l'argument est sorti aussi. Jean-Clément Martin qui dit oui, mais on a exécuté Carrier et Robespierre s'entendait pas avec lui. Ben oui, mais je veux dire, c'est supposer que deux criminels qui ne s'entendent pas, ça veut dire qu'il y en a un qui est innocent. Non. Non, il s'élimine d'autant plus facilement. On a un cas incroyable, c'est le cas de Fourcroy, qui est celui qui a eu l'idée de gazer les Vendéens. Il ne l'a pas fait faire parce qu'on n'a pas trouvé la solution à l'époque. Et la ville de Paris lui a rendu un hommage solennel en érigeant une statue qui est toujours d'ailleurs à sa place dans une des niches de l'hôtel de ville. C'est vraiment un scandale incroyable. Incroyable, oui. On l'a fait pour certains scientifiques. Fourcroy est un grand chimiste. Alexis Carrel est aussi un grand médecin. Il n'empêche qu'Alexis Carrel a sorti des thèses qui ont fait que toutes les rues Alexis Carrel aujourd'hui ont été supprimées. Donc oui, enfin, je crois que Alexis Carrel a tué moins de gens que, comment tu l'appelles ? Fourcroy. De Fourcroy. Quand la République s'occupera de Fourcroy. Non, mais il était député, il a voté les lois d'extermination. Oui, non, absolument. Carrel est un très grand bonhomme. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être un grand scientifique et se servir de la science pour des motifs qui peuvent être répréhensibles en morale et en droit. Les thèses de Carrel ont été reprises par d'autres gens, mais Carrel en lui-même n'avait rien d'un criminel. Au niveau des lois, puisque les lois ont été votées en 1793, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour ces lois devraient les retirer, au moins? Bien sûr, ces lois devraient être retirées, comme on l'a fait pour le statut des Juifs, ailleurs, qui n'a pas été abrogé, qui a été retiré. C'est-à-dire qu'à un moment, on a dit ces lois n'auraient jamais dû exister.
Elles n'auraient jamais dû exister, elles n'auraient jamais dû produire aucun effet. Ces lois nous font honte, on les retire de l'ordonnancement juridique. C'est purement symbolique, bien sûr. Mais dans cette affaire, les symboles ont de l'importance. 200 ans après, on n'a plus que les symboles pour rétablir la vérité. Et il est temps, je pense, et nous sommes d'accord là-dessus, de dire la vérité à la fois aux Vendéens, mais aussi au reste de la nation française. Absolument. Merci beaucoup à tous deux d'être venus présenter ce sujet si grave et sur lequel il a régné une certaine obscurité pendant des siècles. Et soyez remerciés, Jacques Villemain, pour votre livre Vendée 1793-1794 aux éditions du Cerf, et les deux livres de Reynald de Sécher, Vendée, du génocide au mémoricide, et le premier, La Vendée vengée, le génocide franco-français, chez Perrin. Merci beaucoup à tous deux. Merci. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. TV Liberté, bonjour. Pour cette chronique L'art en beauté, nous avons invité Jean-Baptiste Champion. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Jean-Baptiste est le créateur d'un site de vente d'objets artistiques, de dessins, d'aquarelles sur Internet qui s'appelle Belle France. Comment avez-vous choisi ce très beau nom ? Alors, tout simplement parce que, après avoir été, après mes études d'histoire de l'art, oui. J'ai fait une école qui se spécialise dans tous les métiers du marché de l'art, qui s'appelle l'IESA, oui. l'Institut d'études supérieures d'art. Oui. Et donc, je me suis lancé dans le marché de l'art. Oui. Et après 5 ans au Louvre des Antiquaires comme assistant d'un antiquaire assez connu. Alors, c'était sur les souvenirs historiques. Donc, c'était déjà plus ou moins lié à la France. Oui. Après, je me suis lancé à mon compte. Et l'idée m'est venue. Elle a mûri petit à petit, mais tout d'un coup, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Comme j'ai toujours aimé la France, enfin, ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais j'ai toujours aimé la France et son histoire. Il y a encore quelques patriotes. Et en fait, ils se retrouvent beaucoup sur TV Liberté. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait intéresser des personnes, des collectionneurs ou des personnes qui s'intéressent à la France ancienne et l'histoire de France, de trouver des œuvres authentiques évidemment, mais abordables, qui leur permettraient donc de trouver sur ce site des dessins anciens, gravures anciennes ou peintures anciennes qui évoqueraient donc des vues de la France d'autrefois, des vues de villes, des vues de monuments, des portraits de personnages historiques, des cartes anciennes, même très anciennes puisque sur le site nous en avons du XVIe siècle. Et alors j'ai ouvert aussi une rubrique nature puisque j'aime beaucoup l'art animalier et il est aussi en lien avec la France. Et évidemment des scènes de l'histoire de France. Voilà à peu près l'ensemble de ce qu'on peut trouver sur le site. Tout est en lien avec la France en règle générale, évidemment. Tout est en lien avec la France. Alors, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est d'une infinie variété. Il y a des dessins de départements français qui sont en passe de devenir des choses très très anciennes et oui. en voie de disparition complètement. Tout à fait. Puisque la France a été complètement trafiquée, retrafiquée, détricotée. Complètement. Donc c'est des choses très intéressantes. Et puis des vues anciennes, soit des aquarelles en couleur, soit des choses des impressions en noir et blanc. Tout à fait. Alors, faut savoir que dans la gravure, au départ, on ne savait pas imprimer en couleur, évidemment. Oui. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, les gravures étaient évidemment imprimées en noir et blanc, et ensuite elles étaient retravaillées à l'aquarelle. Ce qui leur donne d'ailleurs un côté quand même authentique, puisque comme c'est retravaillé manuellement, ça reste des œuvres d'art. Oui. Enfin, une gravure en noir et blanc est également une œuvre d'art, surtout si elle est rare. Mais je trouve que le fait qu'il y ait une main qui retravaille derrière en couleur donne une dimension artistique à une gravure en noir et blanc. Et dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, donc, on a inventé une technique qui permettait donc d'imprimer en couleur.
Et ils sont arrivés à des niveaux extraordinaires, puisqu'ils arrivaient même à imiter le dessin par la gravure. À tel point qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas une vue parfaite, parfois il est difficile de distinguer une gravure d'un dessin. Donc il faisait par exemple ce qu'on appelle des dessins à la sanguine, des gravures à la manière de la sanguine. Et parfois c'est très difficile de faire la différence entre une vraie sanguine et une gravure. Rappelez-nous ce que c'est qu'une sanguine. La sanguine est faite avec un crayon rouge. Donc il y a différentes teintes qui vont du plus clair au plus foncé. Alors c'est très apprécié de certains qui aiment énormément les sanguines. Et les gravures à la manière de la sanguine, je trouve ça est aussi très intéressant et ça peut être très très beau également. Voilà, donc il faut avoir un œil averti évidemment. Et à partir donc de la fin du XVIIIe, enfin de cette seconde moitié du XVIIIe, donc on a commencé à apparaître la gravure en couleur. Donc notamment les aquatintes, on appelait ça des aquatintes. C'est très très beau, j'aime beaucoup ça. Il y en a sur le site. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une des plus belles techniques qui existent. Et ensuite, on a inventé la lithographie. Donc il y a une gravure qui est, comme son nom l'indique, sur pierre. Et évidemment aussi en couleur, qui permet aussi de faire de la gravure en couleur. Et alors on trouve encore beaucoup de gravures d'une taille importante, parce que moi j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup fréquenté moi le quartier de l'Odéon et toutes ces merveilleuses boutiques de documents anciens, mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de feuilles arrachées à des livres, séparées de livres. Alors ça c'est une bonne question, parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir d'où viennent ces gravures. Là on parle de la gravure, hein. Le dessin on pourra en parler après si vous voulez, c'est complètement différent. Les gravures étaient considérées en tant que telles comme des œuvres d'art, donc elles ont été désossées à différentes époques. Des livres. D'ouvrages, mais il faut aussi préciser que c'était parfois c'était simplement broché, c'était vraiment pas... parce qu'à l'époque, on faisait de la reliure. C'était pas du tout des livres comme aujourd'hui où des photos sont placées au centre du livre. À l'époque, c'était donc des illustrations de textes, mais certains préféraient les avoir avec une belle reliure, qui les confiait à un vrai relieur. D'autres les gardaient telles quelles et pouvaient les encadrer séparément. Donc il ne faut pas penser forcément que tout a été désossé, que certains antiquaires ont fait preuve de manque de professionnalisme, mais d'autant plus que je dois dire ça c'est toujours fait. Voilà, ça c'est toujours fait. Je dois dire que c'est beaucoup plus accessible Moi, j'ai acheté beaucoup. J'avais un père dont je savais que c'était le bonheur, et à Noël, je lui offrais un paysage d'Honfleur, un paysage des falaises, enfin quelque chose de. C'est beaucoup plus accessible. Ce qui m'a frappé sur votre site Belle France, c'est que les prix étaient tout à fait accessibles. Oui, alors ça c'est une volonté personnelle, c'est que justement, je tenais, dans le marché de l'art évidemment, il y en a qui veulent se spécialiser, c'est plus courant, dans des choses d'un prix très élevé. Moi je voulais, comme j'aime transmettre cet amour de la France et du patrimoine français et de l'histoire de France, que chacun puisse acheter quelque chose de sa région, un personnage auquel il est attaché, une période de l'histoire de France qu'il aime, ou voilà, des animaux. Alors donnez-nous des exemples de ce que l'on peut trouver et que notre amie réalisatrice va mettre à l'antenne. Des paysages, les ruines d'églises, les ruines de châteaux. Oui, mais pas seulement. Très souvent même, sur les gravures anciennes et les dessins anciens sont représentés des monuments qui étaient évidemment en meilleur état à l'époque qu'aujourd'hui. Et bien sûr. D'ailleurs, des choses qui ont disparu. Exactement. Alors c'est ça que j'aime aussi, c'est cette dimension historique, puisque l'œuvre a un lien directement avec l'histoire. À l'origine, je suis historien de l'art et je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Il est très important de connaître l'art pour le replacer dans l'histoire. Et quand on est historien, il faut aussi connaître l'histoire l'art lié à l'histoire. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Et donc ces œuvres sont des témoins
historiques de ces époques. Et notamment, je vous donne un exemple, vous savez qu'au XIXe siècle, beaucoup de monuments ont été énormément modifiés. On accuse Viollet-le-Duc d'avoir transformé, alors on peut aussi, mots, oui. Voilà, on peut le remercier d'avoir sauvé. Plutôt, oui. Mais j'avoue qu'il a aussi transformé énormément des monuments. Oui. Et aujourd'hui, il y a des monuments historiques, on ne soupçonne pas à quel point ils ont été transformés. Oui. Et ces dessins ou ces gravures sont des témoins, des preuves de ce que c'était avant. Alors en général, c'est à partir du milieu du XIXe siècle qu'il y a ces grandes campagnes de restauration, Carcassonne, etc. etc. J'ai un beau dessin de Saint-Cernin de Toulouse qui a été très modifié par Viollet-le-Duc. Le plus drôle étant que récemment, il y a peut-être une quinzaine d'années, ils ont dérestauré ce qu'avait fait Viollet-le-Duc. Donc ils l'ont restitué dans l'état où c'était avant Viollet-le-Duc, c'est très intéressant. Et je vois que mon dessin correspond aux travaux qu'ils ont fait récemment. Votre dessin prend de l'actualité. Voilà, voilà. Donc évidemment, il y a cette dimension historique qui est passionnante, voilà, et qui me relie à mes études d'historien de l'art. Et alors, quelles sont vos meilleures ventes? Qu'est-ce qui parle le plus facilement? Quelle est la gravure ou le dessin, l'aquarelle que vous achetez en vous disant ça va partir très vite? Alors, il faut se dire que tout peut intéresser. Tout peut intéresser. Parce que le public est vraiment très varié. Oui, le public est très varié. Alors, l'art animalier plaît beaucoup, évidemment. C'est pour ça que j'ai créé, c'est parmi les dernières rubriques que j'ai créées, j'en ai pas encore beaucoup, et surtout ça part assez vite, donc j'en ai jamais beaucoup sur le site. L'art animalier, donc ça plaît beaucoup. Il y a certaines régions qui fonctionnent mieux que d'autres, je suis désolé pour certains qui sont... Voilà. Et quelles régions? Le sud-ouest, le Pays Basque, la côte atlantique. Les gens sont plus... Ah oui, ça marche très très bien, la Bretagne évidemment. Plus chauvin. Oui, mais c'est aussi parce que parfois ce sont des gens qui habitent plutôt en région parisienne et qui ont des propriétés. Donc ça leur plaît d'avoir quelque chose... Et puis ils sont nostalgiques. Ils sont tellement exilés à Paris que il leur faut. Peut-être. Il y a la Provence qui plaît beaucoup. Voilà, ça c'est pour les régions le centre, ça dépend des endroits, mais... Bon, après, il y a toujours des clients pour tout, ça c'est important de le dire. Il suffit d'attendre. Voilà. Et surtout, je tiens à avoir des choses sur l'ensemble des catégories pour que personne ne puisse dire qu'il n'y a rien là-dessus. Donc ça, c'est important. Je ne suis pas là que pour faire de l'argent. J'aime ce que je vends avant tout. Vous aimez votre métier, oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, les cartes anciennes peuvent plaire aussi, ou les plans de ville. Sur des plans anciens ou des cartes anciennes, on peut voir des choses. Déjà, ce sont des œuvres d'art. Aujourd'hui, une carte, ce n'est pas une œuvre d'art, sauf pour quelqu'un qui s'intéresse à la cartographie. Mais par exemple, les cartes du XVIIe siècle, qui sont rehaussées à la main, qui sont parfois en couleur, sont absolument magnifiques. Ce sont de véritables œuvres d'art. Et puis, vous avez aussi une activité vous offrez aussi des médailles. Alors, ça, il n'y en a pas sur le site internet. Pas sur le site, mais vous en occupez aussi. Exactement, parce qu'en fait, comme j'ai travaillé 5 ans dans une galerie, lorsque je n'étais pas à mon compte. Au Palais Royal. Au Louvre des Antiquaires. Au Louvre des Antiquaires, en face. Oui, c'est en face du Palais Royal. Je vendais tout ce qui était en lien avec l'histoire de France. Donc, il y avait des ordres de chevalerie et des médailles militaires. Et il y avait des souvenirs historiques, c'est-à-dire des reliques de personnages historiques. Des reliques secondaires Enfin, je fais un parallèle avec les reliques, si vous permettez. On parle de reliques, comme pour les saints. On peut en parler. Bah oui, parce que pour certains, une mèche de cheveux de Napoléon Ier, c'est une véritable relique. Ah. Voilà. Je n'en ai pas sur le site, mais j'ai vu aussi C'est ce que ça s'appelle une extension du vocabulaire religieux. Voilà. Et j'ai vu aussi de mes propres yeux des très belles mèches de cheveux de Louis XVI et Marie-Antoinette. Ah oui. Je peux vous dire exactement la couleur de cheveux qu'ils avaient. Ah, ça, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant, oui. Surtout qu'elles étaient d'une belle taille. Ça, leur martyr les fait rapprocher du statut de saint. Pourquoi pas. Et alors là, qui achète des médailles? Les médailles, c'est plutôt des collectionneurs spécialisés là-dedans. Oui. Mais moi, comme je voulais toucher un public qui n'est pas forcément collectionneur, par ce site, je voulais que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de France ou à une région en particulier puissent avoir une œuvre pour un prix acceptable, sans être pour autant collectionneur. C'était ça mon but. Mais les médailles, c'est vrai que c'est plus les ordres de chevalerie et les médailles militaires, ça touche plus un public de collectionneurs. Je trouve qu'on
on agit de façon un peu désinvolte à l'égard des médailles que l'on peut trouver dans les tiroirs de nos ancêtres, de nos grands-parents, parce qu'en fait, on devrait les prendre et les encadrer. Mais vous avez raison. Et je vois malheureusement passer régulièrement des cadres, justement, à l'intérieur desquels il y a toutes les médailles de la famille ou d'un ancêtre particulier et que les familles passent en vente ou vendent comme ça. Ça part dans des successions. Et évidemment, ça n'a plus de sens. C'est curieux, puisque c'est quand même très grave, ça, à mon avis. Oui, oui, mais ça arrive très très souvent. Parce qu'en effet, c'est dommage. C'est triste. C'est triste puisque ce sont parfois des ancêtres qui sont morts pour la France. Le problème, c'est qu'on n'a plus le sens de la signification de ces médailles. Il faudrait, en histoire, je trouve... On en revient toujours au même problème. On enseigne un petit peu le sens de ces médailles. Mais oui, c'est le problème, c'est la transmission de l'histoire et de la culture. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Parce que je suis passionné aussi de patrimoine et je déplore l'état dans lequel se trouvent certaines régions, certaines villes où les municipalités ne s'intéressent pas du tout à leur patrimoine. C'est bien, parce que tout est à faire, Jean-Baptiste Champion. Mais je me reconvertirai sans doute là-dedans. Et on attend votre génération pour faire tout ce que nous n'avons pas fait. C'est une très très bonne chose. En tout cas, chers amis de TV Liberté, allez voir ce site Belle France et vous serez heureux. Il y a tous les coordonnées de Jean-Baptiste Champion sur ce site. Et donc, merci beaucoup de créer cette espèce de bibliothèque de documentation visuelle de la France. Bravo. Et merci. Merci de votre visite à TV Liberté. Merci à vous. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture.